cette organisation qui me semble un peu militaire me fait penser à un stage qui se prépare pas très loin d'ici. Je crois qu'il y a Nathalie Simon qui a décidé de nous emmener en bootcamp là. Hein, Nathalie? Un petit peu. Alors, c'est pas réellement un stage, mais c'est un petit peu comme chez les sportifs. On va aller chez les militaires et ici, en Haute-Savoie, il y a un pôle d'excellence. C'est aux Ouches. C'est l'école militaire de haute montagne qui existe depuis 1932. Finalement, c'est la maison mère des troupes de montagne et chaque année, il y a une trentaine de sous-officiers qui sont destinés à servir dans la 27e brigade d'infanterie de montagne qui sont formés là-bas. Ils ont 12 mois de formation pour arriver au top. Regardez. Ce matin, 20 officiers de l'armée de terre sont sur la ligne de départ. Ces chasseurs alpins s'apprêtent à passer un test crucial pour leur carrière. Et parmi eux, Samuel, qui le tente pour la deuxième fois dans l'espoir d'être admis au stage de l'école militaire de haute montagne. Son but, devenir encadrant pour gravir ensuite les échelons de la hiérarchie. 3, 2, 1, parti! Première étape, atteindre le sommet en moins d'1h30. 900 mètres de dénivelé en guise d'échauffement avec 8 kilos sur le dos. Le but, c'est de les rendre le plus autonomes dans un milieu hostile, terrain difficile, climat difficile, pour qu'ils puissent toujours rester des chefs militaires en tout lieu, tout temps. Et très vite, les écarts se creusent entre les hommes. De quoi distinguer rapidement ceux qui ont déjà l'étoffe d'un chef militaire. Allez, lâche pas, t'es déjà ou suppléant? Allez, L'ascension est difficile et l'altitude commence à peser. Lorsqu'ils seront à la tête d'un détachement en haute montagne, ces officiers devront prendre des décisions en toute lucidité. Ils doivent être prêts à tout. De son côté, Samuel mène la cadence. L'officier arrive en tête au sommet, suivi de près par ses compagnons d'armes. Pas le temps de s'appesantir, Samuel doit vite retirer ses peaux de phoque pour une courte descente avant une seconde ascension. Je préfère être tout seul devant, pas subir les autres, mais bon. Pour la deuxième partie, ça peut être la même, je crois. Il y a des machines. Bon, à tout à l'heure. Sera-t-il encore en tête? Il lui reste encore 400 mètres à gravir. Tout est fait pour pousser les soldats à se dépasser. Mais malgré les conditions difficiles, Samuel arrive deuxième au second checkpoint. Tout ça 5. Super, mon capitaine. Ça tape un peu dedans. Après, le vent et le froid, on le sent pas trop à la montée. Hein. C'est surtout quand on s'arrête. Alors pour garder ses muscles chauds, une seule solution, se changer sous un vent glacial. C'est la deuxième fois que je fais un test hiver, donc je connais un peu ce test. Et puis, j'espère que ce sera la dernière, même si j'aime bien ça. Après 2 longues montées, c'est l'exercice éliminatoire. Armé d'une sonde et d'un appareil de détection, l'aspirant stagiaire a moins de 7 minutes pour réussir à retrouver 2 victimes d'avalanche. Ok, c'est bon. C'est réussi pour Samuel. 4 minutes 30. Mais ce qu'il redoute le plus, c'est ce qu'il attend maintenant. Ma grande question, c'est la descente, moi. Je suis pas un grand skieur à la base, donc on verra. La descente s'effectue sur une piste en partie non damée. L'enjeu est d'arriver jusqu'en bas sans tomber. Apparemment, Samuel est en grande forme aujourd'hui et dévale la piste sans encombre. On verra ce qu'ils en disent, mais je suis pas tombé, donc ça aurait pu être pire. De retour à la caserne, le verdict tombe enfin. Capitaine Dionys du Séjour, reçu en formation. Pour Samuel, c'est désormais une nouvelle aventure qui commence. Surprise, mais c'est bon. Ouais. Là, c'est parti maintenant. C'est parti. Et voilà, en 12 mois, ils arrivent à acquérir vraiment une expérience de la montagne. Et je suppose que comme nous tous, ils ressentent aussi les effets de l'altitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et ce n'est pas la peine d'aller très haut pour en ressentir les effets. Ici, on est à 1000 mètres. Et quand on arrive,
Alors, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein. La première nuit, on a un petit peu du mal à s'endormir, on se réveille, et puis on a le souffle court. Quand on monte les escaliers, Non, on non, se dit, ça va. non, pas toi. Non, moi, très, Moi, je suis très d'accord bien. avec toi, on est tout de suite essoufflé. On est essoufflé, etc. On a le cœur qui bat plus vite. C'est ce qu'on appelle, et vous le connaissez, les amis, le phénomène de l'hypoxie. C'est pas réellement qu'il y a une raréfaction de l'oxygène, c'est une question de pression d'oxygène qui fait qu'il y en a moins de disponible pour notre corps. Et du coup, on est obligé de s'adapter. Donc, effectivement, au bout de quelques temps, on a un phénomène d'acclimatation. Et puis, au bout de plusieurs jours, on a un phénomène assez intéressant pour les sportifs. C'est ce qu'ils cherchent en stage d'altitude. C'est le phénomène des globules rouges qui s'augmentent et donc, du coup, de nos performances Ah bah oui, qui s'accélèrent. d'où les stages Puis là- d'altitude pour les sportifs, effectivement. Exactement, avec des centres connus comme celui des Pyrénées du côté de Font-Romeu. Mais au bout de C'est ce combien qu'on de temps, cherche. Nathalie, ça fonctionne? C'est assez long quand même. Il ne faut pas attendre en 2-3 jours à avoir des globules rouges qui montent comme ça. C'est plutôt en 10-15 jours. Mais en revanche, si on reste trop longtemps, il y a le phénomène inverse qui peut se produire. Donc c'est vraiment calculé et les sportifs recherchent ça. Et puis, à l'extrême, il y a ce qu'on appelle le mal des montagnes que les alpinistes connaissent bien. Et là, on peut aller jusqu'à l'œdème. Donc il faut être vraiment très prudent quand on va aux montagnes et ne pas s'inquiéter quand on se retrouve confronté au phénomène d'hypoxie parce que ça passe et ça c'est une bonne nouvelle et ensuite on peut profiter des joies de la montagne comme aujourd'hui sous la neige. Merci Nathalie, merci beaucoup. Alors, on a Yves Pacalé avec nous. Alors, c'est à la fois, et c'est assez rare, un spécialiste de la montagne, puisqu'il vit ici, dans le massif du Mont Blanc pratiquement, et également un spécialiste des fonds marins, puisqu'il a accompagné le commandant Cousteau pendant des années, évidemment, dans ses expéditions. Alors, je dirais, est-ce qu'on retrouve des problématiques d'acclimatation qui sont les mêmes en haute montagne et vraiment en profondeur marine? En haute montagne, si on veut accroître ses performances, on peut aussi prendre un petit peu d'OPO. On demande à des cyclistes et ça va beaucoup mieux tout de suite. Je ne sais Mais, pas, enfin, c'est vous qui le dites. Voilà, c'est pas recommandé. Non, c'est vrai que l'homme est fait pour vivre grosso modo au niveau de la mer. Et il y a une amplitude. On peut descendre un petit peu, pas beaucoup, dans la mer. On peut monter un petit peu. Ça dépend des organismes. Tout le monde n'est pas capable de monter de la même façon. Mais notre corps, vis-à-vis de la pression, que ce soit la pression de l'eau ou la pression atmosphérique, réagit et on ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi en plongée. On le sait, quand on plonge un peu profond et un peu longtemps, on a besoin, avant de remonter à la pression atmosphérique, de faire des paliers de décompression. Oui, ça c'est l'histoire de bulles dans le sang, de bulles gazeuses. Pour rééquilibrer la pression des gaz dissous dans le sang pour qu'ils ne se libèrent pas d'un seul coup et qu'ils fassent des dégâts au niveau des articulations et pire encore dans le cerveau. Et puis alors quand on monte en montagne, il y en a qui montent très bien, qui vont à des altitudes incroyables, quasiment sans avoir besoin ni d'oxygène ni de rien du tout. Bon, ils sont quand même entraînés, c'est pas n'importe qui. Mais si on est quelqu'un de normal, par exemple en montant à l'aiguille du Midi, qui est à 3008 et des poussières, certains arrivés en haut ont un coup qui est un peu difficile à supporter. Les montagnards sont plus résistants tout de même? Ça dépend. Il y en a qui ont des bons taux d'hématocrite, comme on dit, qui résistent Ouais, bien. et puis quand on a des générations de Sherpas derrière soi et qu'on vit dans le Népal, c'est plus facile que quand on vient de la plaine, bien entendu. Puis, il faut s'entraîner, il ne faut pas essayer de faire n'importe quoi du premier coup. Quand on arrive à la montagne, on a des étapes à parcourir obligatoirement. Il faut monter un peu, voir comment ça va. Alors Yves, ne jamais faire bouillir la marmite, c'est ça. Exactement. J'en connais que